Bonjour, je suis Tiffaine Rousseau, chargée du prix du roman Sésame depuis le mois d'octobre. J'aurais souhaité pouvoir vous rencontrer afin de vous présenter la sélection 2021 du prix du roman, mais étant donné les conditions sanitaires, ce ne sera hélas pas possible. Je vous propose donc de la découvrir en vidéo. Du doux roman libanais de Dima Abdallah au polar coréen trépidant de Kim Eun-soo, je vous laisse donc découvrir cette sélection éclectique et j'espère vivement avoir l'occasion d'en reparler de vive voix avec vous cette année. J'espère aussi que la situation sanitaire va évoluer et nous permettra d'organiser des rencontres d'auteurs afin que vous puissiez échanger avec eux. Mauvaise herbe de Dima Abdallah, aux éditions Sabine Vespizer. Dima Abdallah est une auteure libanaise et c'est son premier roman. Mauvaise herbe, ça se passe à Beyrouth. En 1983, c'est la guerre qui déchire le Liban, la guerre civile, qui aura duré de 1978 à 1990 et qui rend la vie si difficile. Et dans cette guerre, c'est l'histoire d'une famille. Dans cette famille, le papa est un intellectuel qui écrit beaucoup, qui a énormément de mal à supporter la déchirure que vit son pays avec cette guerre. Il a une fille, ils changent d'appartement en continu, ils sont obligés de déménager tout le temps, ils sont obligés de se cacher. Ce qui les lie, c'est les plantes. À chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils mettent des plantes. Ils mettent des plantes dans leur appartement, ils mettent des plantes sur leur terrasse. C'est le roman d'un père et de sa fille, de leur intense rapport filial, mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer parce qu'ils n'arrivent pas à en parler, ce sont des taiseux. Le roman est écrit comme des lettres. Les paragraphes alternent selon la prise de parole du père, de la fille qui s'adressent l'un à l'autre et qui par ce biais communiquent, malgré l'absence de parole, justement, tout l'amour que, malgré tout, ils peuvent se porter. Les Chevaliers du Tintamarre de Raphaël Bardas aux éditions Nemos. Alors c'est l'histoire de trois compagnons. Le premier c'est Rossignol, qui est un accordéoniste et poète, maigre comme un chat affamé et long comme un mademisaine. Lui, c'est le maître à penser de la bande. Il y a aussi la morue, qui est poissonnier et lutteur, petit, large, avec un visage cabossé. Il pue, il castagne et il n'aime pas trop être contredit. Et il y a Silas Courtepeine, qui est charcutier, enfin plutôt boucher, c'est un peu plus valeureux, beau comme un acteur de théâtre qui avait toujours rêvé d'être un aventurier. Alors nos trois compères habitent dans la ville de Morguepierre. Morguepierre est sortie des eaux et du coup charrie son lot de légendes. Avant de revenir à la surface, Morguepierre se trouvait sous l'eau et était le domaine des Morganes. C'est les Morganes qui sont ces fées, des fées d'eau, un petit peu semblables aux sirènes. La légende de Morguepierre dit aussi que les Morganes, depuis les profondeurs, préparent leur vengeance. Et nos trois compagnons, quand ils n'arpentent pas la ville, eux, ils se retrouvent au cœur de Traquenard et surtout, ils ont l'habitude de se réunir dans une taverne. Mais à Morguepierre, il se passe des choses inquiétantes qui commencent à installer un climat de peur dans la ville. D'une part, il y a ces créatures sous-marines dont on parlait tout à l'heure, les Marie Morgan. Elles sont retrouvées échouées, mortes sur la plage avec le cœur arraché. Et d'autre part, il y a aussi des prostituées qui, elles, disparaissent sans laisser de traces. Alors nos trois compagnons vont se retrouver par hasard amenés à participer à l'enquête échevelée et à cette aventure rocambolesque. Alors le roman, c'est un roman de fantaisie. La fantaisie, pour être un petit peu précis, c'est un genre littéraire qui relève souvent du mythe, qui regroupe des éléments surnaturels. Souvent dans les romans de fantaisie, il y a la magie fait irruption. Et tout cela est considéré comme tout à fait acceptable dans la poursuite de l'intrigue et de la narration. Alors vous verrez, ce roman est burlesque, truculent, cocasse, le ton est très enlevé, très élevé, émaillé d'argot, ça braille, ça pétarade dans tous les sens, bref, on ne s'ennuie pas. Il est juste que l'effort soit frappé, de Thibaut Bérard. C'est une histoire d'amour entre Sarah et Théo. Sarah, c'est une écorchée vive, une punkette qui multiplie les aventures et qui veut vivre la vie à fond. Et un jour, elle rencontre Théo. Elle tombe très amoureuse de Théo. Théo tombe très amoureux d'elle. Et ils entament tous les deux une vie de couple très riche en amour. Et ils ont un premier petit garçon qui s'appelle Simon. Et très vite, Sarah tombe enceinte d'une petite fille. Et leur bonheur est absolument éclatant quand Sarah apprend qu'elle est frappée d'un cancer, un cancer qui va progresser à une vitesse alarmante. Et le couple, parce que c'est tous les deux, c'est Théo et Sarah, se mettent à lutter de toute leur force contre cette maladie qui envahit Sarah. Sarah se bat avec courage, elle garde optimisme, elle garde de l'humour, elle continue à communiquer, elle continue à travailler sur son lit d'hôpital,
elle continue à entretenir des liens avec sa famille, ses amis. Mais la maladie est dure, la maladie est longue. Théo dit, il est juste que l'effort soit frappé parce que eux peuvent résister. Et il dit, nous on est forts, on est amoureux, on a confiance en la vie, on va pouvoir se battre. La grâce de ce récit tient dans l'intense lutte que vont mener ensemble Théo et Sarah, parce que c'est l'amour qui les porte. Au-delà de tout, c'est l'amour qui les emmène pour lutter contre cette maladie. Le répondeur de Luc Blanvillain aux éditions Quidam. Alors là, c'est pas son premier roman pour Luc Blanvillain, qui a écrit 25 livres, surtout en jeunesse. Le répondeur, c'est l'histoire d'un écrivain, un écrivain qui s'appelle Jean Chausel. Et Jean Chausel est en train d'écrire l'œuvre de sa vie, et il est absolument dérangé en permanence par le téléphone. Et il se dit, mais c'est insupportable, il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas à se concentrer. Et un soir, il se rend à un spectacle d'un humoriste, et il se dit, il tilte, il se dit, mais voilà ce qu'il faut. Il faut que j'embauche quelqu'un qui réponde à ma place au téléphone, mais pour ce faire, il faut qu'il sache absolument imiter ma voix et que tout le monde s'y méprenne. Et donc, il embauche Baptiste. Baptiste, qui maîtrise l'art subtil de l'imitation à merveille. Il modifie, il imite les voix, il imite les intonations, il sait rendre l'âme des personnes qu'il imite. Du coup, c'est le client parfait. Et Baptiste donc, se met à travailler pour Jean Chausel. Jean Chausel lui confie son téléphone et lui confie aussi un dossier dans lequel il a répertorié la plupart des interlocuteurs auxquels pourrait avoir affaire Baptiste, que ce soit dans son milieu professionnel et personnel. Et Baptiste commence à répondre aux interlocuteurs qui téléphonent à Jean Chausel, mais petit à petit, il va s'immiscer dans la vie et professionnelle et personnelle parce qu'il va avoir un petit peu envie d'y mettre un peu du sien, de donner un petit peu de son avis. Le roman Le Répondeur est un roman sur la communication difficile, la communication professionnelle, la communication personnelle. C'est aussi un roman sur la popularité, le milieu de l'art et la littérature qui brille, où les échanges du coup sont parfois tronqués et assez peu sincères parce qu'on veut briller, on veut épater et surtout on veut maîtriser. La certitude des pierres de Jérôme Bonetto. Alors, c'est le troisième roman pour Jérôme Bonetto. Alors, La certitude des pierres, ça se passe à Ségurion, dans un petit village de montagne. 400 personnes, des chasseurs, les gens du village. Le papa et la maman du personnage principal, qui s'appelle Guillaume Levasseur, sont venus s'installer dans ce petit village. Et Guillaume, après avoir parcouru le monde pour des ONG, décide lui aussi de venir se mettre au vert, de revenir dans ce village où habitent ses parents et d'installer sur les flancs de la colline une bergerie. Alors il y met toute son âme, il y met toute sa force pour construire cette bergerie. Il commence à amener ses premières brebis, mais il y a un problème, parce que ce flanc de colline, ce flanc de coteau, de montagne, c'est le territoire des chasseurs. Et à Ségurion, les chasseurs, c'est sacré. Et les chasseurs commencent à voir d'un mauvais œil ce Guillaume qui s'est installé, ces brebis qui prennent de la place, ces moutons qui prennent de la place, et eux ce qu'ils veulent c'est chasser le sanglier. Et la concurrence commence à se faire rude, et l'un n'est pas prêt à céder la place à l'autre. Les chasseurs vont mener à Guillaume une vie absolument infernale parce qu'ils ne veulent pas partager la montagne. La certitude des pierres, c'est le roman de la cruauté humaine, des choses qui sont installées depuis la nuit des temps dans un village avec ses traditions, avec ses familles ancestrales. Et ce jeune homme qui arrive avec une envie de nouveauté, une envie de coller à la nature, une envie de monter sa bergerie, de vivre tout à fait en paix avec tous les habitants autour de lui, qui ne sera pas possible parce que le conflit règne. La soustraction des possibles de Joseph Incardona, aux éditions Funitude. Alors Joseph Incardona est déjà l'auteur d'une dizaine de romans, de 2 pièces de théâtre, également scénariste de bande dessinée, réalisateur d'un long métrage. La soustraction des possibles commence par l'histoire de Aldo Bianchi, qui est professeur de tennis pour des femmes qui sont issues d'un milieu plutôt aisé. À l'occasion, il devient aussi leur gigolo. Il rencontre sur un de ses cours de tennis une femme, Odile, qui est la femme d'un homme qui évolue dans le milieu des affaires et de la banque. Odile tombe très amoureuse d'Aldo. Et surtout, elle lui propose de faire un travail pour son mari. Ils ont besoin de faire transiter des fonds, de faire le voyage avec des mallettes remplies d'argent. Aldo, qui est ravi d'arrondir ses fins de mois, accepte le marché et se met à faire des voyages. En faisant ça,
Aldo rentre dans des combines financières obscures, de blanchiment d'argent, d'argent placé à l'étranger, tout le milieu de la Golden Society des années 80, où l'argent se brasse, où la spéculation est à son comble. Aldo, au cours de ses voyages, et parce qu'elle est impliquée dans la même affaire que lui, va rencontrer une jeune banquière qui s'appelle Svetlana. Svetlana, elle est issue d'un milieu assez populaire, pas très aisé, et là où elle est arrivée, elle ne veut plus descendre, et elle aussi, comme Aldo, elle a une envie de pouvoir, elle a une envie d'argent. Mais ces deux-là, hélas, sont manipulés par des pontes de la banque qui officient à un niveau beaucoup plus élevé, qui vont les utiliser à leur fin, afin d'en avoir toujours plus, encore plus. Le prologue du roman est intéressant. Dans la soustraction des possibles, il y a la fortune, mais ce n'est pas une histoire d'argent. Le crime, mais ce n'est pas une histoire de truand. Le châtiment, mais ce n'est pas une histoire de bourreau. L'amitié, mais ce n'est pas une histoire de copain. L'érotisme, mais ce n'est pas une histoire de désir. La ruse, mais ce n'est pas une histoire de trahison. La vanité, mais ce n'est pas une histoire d'ambition. Alors quoi? Rien. Ceci est une histoire d'amour, la mienne. Pour la beauté du geste de Marie Maher aux éditions Alma. C'est un premier roman. Pour la beauté du geste, c'est l'histoire d'une jeune femme qui revient sur les lieux de son enfance dans une maison. Cette maison est tout à côté d'une voie ferrée. C'est important parce que le train a une très grande importance dans ce roman. D'ailleurs, lorsqu'elle a quitté cette maison, cette jeune femme a pris le train. Prendre le train, c'était s'éloigner, c'était s'évader, c'était partir. Et lorsqu'elle revient, elle raconte les souvenirs une fois qu'elle est dans sa maison. Et on comprend les rapports difficiles avec ses parents. Cette jeune femme, elle a vécu à côté de ses parents. Elle a un père dominateur qui a dominé sa mère, qui l'a dominée elle, très castrateur, très injonctif, qui ne participe à rien, qui utilise les femmes et ces femmes de la maison comme des domestiques. Et on comprend lorsque cette jeune femme raconte son histoire que son père a eu un accident et que cet accident l'a délivrée de l'emprise, a délivré cette jeune femme de l'emprise qu'avait son père sur elle. Marie Maher a beaucoup travaillé sur la forme de l'écriture de son roman. L'écriture est courte, elle est incisive, les phrases sont sèches. Il faut absolument qu'on comprenne l'état de manque de respiration dans laquelle s'est trouvée cette jeune fille et de la respiration qui lui sera apportée plus tard. Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Betty, c'est l'histoire de Betty Carpenter, une petite indienne. Elle est la sixième d'une fratrie de 8 enfants. Son papa est un indien cherokee et sa maman est blanche. Sa famille vit un petit peu en marge de la société. Ils bougent, ils se déplacent beaucoup et un jour ils arrivent en Ohio, dans une petite ville de Breathed, dans une maison que petit à petit ils vont arranger pour que toute la famille y vive. Ce livre raconte l'histoire de Betty. Betty, elle vit au sein de cette fratrie avec un papa qui est un papa absolument merveilleux, qui est un papa qui raconte des histoires à ses enfants tout le temps, qui leur explique la vie par le biais de choses tout le temps oniriques, qui les met en lien avec la nature en permanence et qui fait vivre toute sa famille dans une espèce de merveilleuse cosmogonie constante. Et c'est ce papa, avec sa manière de voir le monde, qui va aider Betty à transcender la vie, à passer par les étapes de tout ce qu'il pourrait y avoir de complexe dans les relations intrafamiliales avec ses frères et sœurs et dans les relations avec le monde, parce que Betty, notamment à l'école, est critiquée, elle est harcelée. Comme ses frères et sœurs, ils ont beaucoup de mal à s'intégrer à la vie quotidienne, mais la poésie qu'instille ce papa dans leur vie va les aider à traverser toutes ces difficultés de la vie. Betty a autre chose, lorsqu'il arrive dans sa vie des événements, elle écrit beaucoup, elle enferme ses écrits dans des bocaux et elle les enterre. Ce passage par la fiction et le fait de pouvoir écrire va aussi lui donner une très très grande liberté personnelle dans ce monde où elle a du mal à exister. Tu es le fils de Benoît Sévrac aux éditions La Manufacture de Livres. Alors Benoît Sévrac a écrit beaucoup de livres, il a commencé par écrire des nouvelles, des romans, il a écrit notamment beaucoup pour la jeunesse. Tu es le fils, c'est l'histoire de Mathieu Fabas. Mathieu Fabas vient de faire un long séjour en prison parce qu'il a commis un crime homophobe. Il a tué et s'est acharné sur un homosexuel et tout ça il a fait pour faire plaisir à son père, pour être un homme, comme dit son père. Au lendemain, ou quelques jours après la libération de Mathieu Fabas, son père est assassiné et de manière très facile, on accuse Mathieu d'avoir assassiné son père comme une forme de vengeance. Alors il va y avoir une enquête autour de ce crime. Il y a trois flics du SRPJ de Versailles qui sont aussi des personnages importants de ce roman, qui
qui sont concernés par l'enquête. Alors il y a Jean-Pierre Cérizol, proche de la cinquantaine, qui mène l'enquête. Jean-Pierre Cérizol, il est marié avec une femme qui est devenue aveugle, qui s'appelle Sylvia, qui est kinésithérapeute, qui joue un rôle aussi dans ce roman car elle éclaire les lumières de son mari dans son enquête. Ses deux autres collègues sont Nicodemo et Gros-Pierre. Et tous les trois vont enquêter sur la possibilité du fait que Mathieu Fabas ne serait peut-être pas l'assassin de son père, que peut-être le raccourci a été rapide. Et si ce n'est pas Mathieu Fabas qui a assassiné son père, alors qui cela peut-il être? Qui sont les gens dans l'entourage du père de Mathieu qui auraient pu vouloir sa mort? Sancho de Kim Eun-soo. Sancho est un polar coréen de Kim Eun-soo et c'est son 4e roman. Le roman se passe à Busan. Busan, c'est la 2e ville de Corée du Sud et c'est le port principal du pays qui donne sur la mer du Japon. L'intrigue se déroule dans le quartier de Guam et dans ce quartier il y a un hôtel, le Malijang, qui attire toutes les convoitises de 2 gangs mafieux qui s'opposent. En 1913, pour la petite histoire, les yakuza japonais avaient établi dans le quartier de Guam la société des loisirs dont le cœur était cet hôtel, le Malijang. Ils avaient placé à sa tête un Coréen, Son Euk-si, qui est le père Son dans le roman. Après le départ des yakuza japonais, en 1945, personne n'a mis la main sur l'hôtel et il le gère avec poigne, bien que celui-ci soit au centre des convoitises mafieuses, mais il gère ça. Personne a pour second Wissou, un malfrat qui est assez touchant, qui est cette espèce de petit bandit au cœur tendre. Et c'est avec ce personnage, Wissou, que nous allons évoluer dans le roman. Donc Wissou, il est orphelin de père, abandonné par sa mère, et du coup, il se retrouve très vite dans le milieu de la mafia coréenne. À 40 ans, il se retrouve le seconde personne, et il habite toujours dans une petite chambre miteuse de l'hôtel. Mais à 40 ans, il commence à se poser des questions sur le sens de sa vie. Et à cette période-là de sa vie, il va faire un choix qui va faire vaciller le milieu mafieux et entraîner une salve de violences qui ont pour objectif de prendre le pouvoir. Les gangs mafieux vont se déchirer, cascade de délation, de trahison, de disparition qui va s'en suivre. Sancho, c'est pas un polar à suspense, c'est un roman sur la mafia, c'est un roman sur le pouvoir. Kim Eun-soo adore se pencher sur la psychologie de ses personnages. Chaque personnalité y est très développée. Et comme je vous le disais, on se surprend pour avoir une certaine tendresse vis-à-vis de certains d'eux. Parce que même le pire mafieux a un cœur. Ce qui n'empêche pas d'être intraitable et d'une grande violence avec les gens qu'il ne porte pas dans son cœur, bien sûr. Je vous souhaite de belles lectures. Profitons de ces moments pour nous évader et pour lire. Au plaisir de vous rencontrer très bientôt. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous également de très heureuses fêtes de fin d'année. À bientôt!